On est justement le chasseur, je reviens au terme, et on sait que, allez hop, on va le cueillir à 6h du matin, et là, hop, effet de surprise, le voyou, fut-il un grand voyou, parce qu'on a eu les grands voyous, il est tétanisé, il bouge plus. J'ai quelque chose qui m'a frappé pour discuter avec un patron actuel de la brigade criminelle. Moi, quand j'ouvrais un poste, j'avais 30 candidats. Lui, s'il ouvre un poste, s'il en a 2, il est content. Si vous faites avouer un coupable, il vous raconte. Mais en même temps, dans sa façon de relater les faits, il développe son action criminelle. C'est complexe un travail de police judiciaire. C'est-à-dire que vous êtes en charge d'un événement grave. Vous allez dérouler votre enquête de manière extrêmement minutieuse, extrêmement rigoureuse. À la crime, vous avez travaillé sur l'accident de Lady Diana. Bonjour et bienvenue dans Les Pionniers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en tête-à-tête la plus mythique femme flic de France, Martine Montel. Bonjour Martine, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Très bien. Alors, vous êtes une vraie pionnière, Martine. Oui, car dans votre carrière, vous avez toujours été la première femme major de votre promo de commissaire, première femme à la tête des stupes de la mondaine, la répression du proxénétisme, de la crime, la prestigieuse brigade criminelle du Quai des Orfèvres, première femme à la direction de la police judiciaire parisienne et enfin première femme à la tête de la police judiciaire, la PJ, la vraie, la grande en nationale. Votre travail a permis d'arrêter des pointures du grand banditisme et vous avez géré des affaires retentissantes et historiques. Vous êtes aujourd'hui retraité de la police, mais vous continuez de prodiguer vos précieux conseils en tant que consultante. Alors durant cet entretien, on va explorer vos pensées, votre mode de fonctionnement, vos motivations pour ce métier de flic. Tout simplement, que vous avez toujours considéré davantage comme une passion que comme un travail, d'ailleurs, même s'il vous en a demandé beaucoup du travail. Et pour vous, chers auditeurs et téléspectateurs, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les précédentes sur lespionniers.tv et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. C'est parti Martine, on va commencer par votre parcours. Vous êtes né en janvier 1950 à Vincennes, en région parisienne. Et on peut dire que vous êtes tombé dans la marmite police, très jeune, puisque vous êtes la fille d'un inspecteur de l'anti-gang et la petite fille d'un gardien de la paix. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'embrasser cette carrière, vous aussi ? Vous savez, lorsqu'on est très jeune, on perçoit les choses plus que on a des révélations. Disons que j'ai surtout ressenti, quand notamment mon père venait avec ses collègues dîner le soir à la maison, ma mère préparait alors un repas pour eux, et puis leur patron, puisque le patron de l'anti-gang à l'époque c'était François Lemoyle, il habitait à Montreuil, donc pas loin, et il venait chercher ses hommes en fait chez mon père, puisque nous étions relativement voisins. Et moi, je voyais ces hommes heureux. Voilà, ils partaient au travail, ils savaient qu'ils allaient se prendre toute la nuit de boulot et ils étaient heureux. Ils partaient en planque. Ils partaient en planque, oui, planque, filature, etc. Donc voilà, il y avait tout. Les armes étaient posées sur l'armoire, les buffets de cuisine. Et puis, ils étaient là. Alors, je les entendais relater à la fois certaines de leurs affaires, je les entendais parler de ce qui les attendait, mais tout ça se faisait dans la joie, la bonne humeur, avec passion, quoi. Donc, vous êtes obligé de vous dire quand même que tous ces gaillards-là, ils étaient heureux de faire ce travail quand même. Vous voyez, vous le percevez sans pour autant en avoir réellement conscience. Je ne me suis pas dit à cette époque-là, oh là là, je vais faire la même chose, non. Après une licence en droit à Assas et un diplôme de l'Institut de criminologie, vous souhaitez tenter l'École nationale supérieure de la police, le NSP, mais le concours n'est pas encore ouvert aux femmes. Vous essayez donc le privé. Quelle expérience vous avez eue au juste à ce moment-là dans le privé ? Oh, écoutez, c'est une expérience qui n'était pas désagréable du tout. J'étais dans un service d'affaires concernant des affaires juridiques, bien sûr. Un patron tout à fait agréable, extraordinaire. Et tout. Mais un système où on a l'impression de travailler tous dans nos petites cases, un peu en solitaire. Vous voyez, c'est-à-dire que il n'y avait pas... Ça manquait de grande équipe ou de notion de collectif. Ça manquait un peu de collectif. On mettait un badge, dès qu'on s'absentait du bureau, on le retirait. Enfin, vous voyez, il y avait tout un tas de règles, d'un formalisme absolument impératif. Bon,
Voilà, je n'ai pas été. Enfin, il y a quelque chose qui me manquait. Je peux difficilement vous expliquer cela vraiment, mais il y avait quelque chose qui manquait. Peut-être en comparaison, quoi, vous voyez, avec ce que je sentais de ce qu'avait vécu mon père, etc. Oui, vous vous êtes dit, c'est pas ça. J'ai dit, C'est pas ce que je c'est pas cherche. ça, c'est pas ce que je cherche. Donc, je suis restée un petit peu. Et puis, je leur ai annoncé que voilà, je ne souhaitais pas poursuivre, que je ne voulais pas leur faire perdre de temps, je ne voulais pas trop perdre le mien non plus. Et donc, je me suis dit, bon, si c'est ça, je vais préparer la magistrature, puisque la police, pour le moment... Et puis le NSP s'est ouvert aux femmes. Et puis, ça s'est ouvert aux femmes. Voilà. Alors, l'École nationale supérieure de police s'est ouverte aux femmes. Vous passez le concours avec succès pour y rentrer en 1976. Qu'est-ce qu'on apprend à l'École nationale supérieure de la police? On nous apprend notre métier de policier patron. C'est-à-dire que dans toutes les matières, alors bien sûr, on vous apprend aussi ce que c'est, on vous apprend à faire des constatations, on vous apprend, il y a différentes disciplines. Il y a les disciplines qui concernent la police judiciaire et la procédure pénale, bien sûr. Il y a aussi, il y avait une matière qui concernait plutôt les services de renseignement pour le futur. Il y en avait une matière plutôt pour la sécurité publique, le maintien de l'ordre, et puis également du droit administratif. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'était un éventail assez large pour vous donner les moyens d'avoir, de démarrer, si vous voulez, dans cette fonction avec un certain nombre d'acquis. Voilà, à vous de les travailler derrière. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui me donnaient un peu l'élan. Et puis, bien sûr, voilà, ils me demandaient de travailler derrière pas mal. Vous avez ensuite poursuivi votre carrière dans de multiples entités de police. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce parcours hors norme? Oui, bien sûr. Alors, à la sortie d'école, j'ai choisi une brigade territoriale, la 4e brigade territoriale, qui a une activité de moyenne délinquance sur 4 arrondissements de Paris, dans l'est de Paris. Et ensuite, la direction a décidé de mettre des jeunes commissaires dans les commissariats de quartier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc... C'est à ce moment-là que vous êtes allé dans le 7e? Je suis allée dans le 7e. On m'a affecté un petit commissariat. Ils se sont dit, prenons pas de risque. Comme j'étais une femme, il fallait tester, si vous voulez. Donc, ils ont testé. D'ailleurs, ils ont tellement testé que peu de temps après mon arrivée, ils m'ont envoyé l'IGS, donc qu'on appelle dans les médias la police des polices, pour contrôler mon activité, voir si je faisais bien mon travail. Vous voyez, enfin, les autres n'avaient pas trop de contrôle. Même moi, je l'ai eu. Bon, voilà. Tout s'est bien passé. Mais ça s'est bien passé. Ensuite, comme ça s'était bien passé, eh bien, ils m'ont confié le 12e arrondissement, un commissariat du 12e, qui était plus important, un petit peu plus populaire, voilà. Et un jour, j'ai eu un coup de fil de la direction me demandant de venir au Quai des Orfèvres. On m'a dit, voilà, on va vous placer, enfin, vous donner un poste, vous affecter à la brigade des stupéfiants. Et donc, et du proxénétisme, puisqu'à l'époque, c'était des stupéfiants et du proxénétisme. Ils étaient, voilà. Ça a été séparé donc, ensuite. le directeur me dit, m'explique la mission, il me dit, voilà, vous en avez pour 7 ans. Bien, monsieur le directeur, vous voyez, il n'est pas question de... On ne choisissait pas, en fait. Vous voyez. D'abord, moi, toute ma carrière, c'est les directeurs qui m'ont demandé de prendre tel et tel service. Donc, je suis allée à la brigade des stupes, je me suis régalée, quoi. C'est vrai que c'est difficile, les stupes. C'est pour les policiers... parce que c'est des rendez-vous pas possibles, de nuit, de jour, de week-end, sans arrêt. Puis c'est plus un rendez-vous ça s'est reporté. Puis cela, enfin, vous voyez, les indices sont fiables, mais pas trop. Enfin voilà, c'est vraiment une galère, mais à la fois c'est extrêmement passionnant. Et puis vous avez l'impression d'être utile, quoi, parce que quand vous voyez on traitait les toxicomanes aussi, et quand vous voyez tous ces jeunes dans un état de délabrement, vous vous dites il faut vraiment faire quelque chose, quoi. C'est motivant. Voilà. Donc je suis restée mes 7 ans à la brigade des stupéfiants. Ensuite, on m'a confié pour la première fois, donc on plaçait une femme à la tête d'une brigade centrale, donc à la tête de la brigade de répression du proxénétisme, donc on a recréé, qui s'est détaché des stupes, et je suis partie avec. Donc on recréait l'ancienne brigade mondaine, quoi, en quelque sorte, donc chargée du proxénétisme, comme son nom l'indique. Et beaucoup de travail d'ailleurs. Ensuite, après la brigade du proxénétisme, eh bien, on m'a confié la brigade de répression du banditisme, là aussi, son nom l'indique, donc c'est quand même la grande délinquance, plus les objets d'art, les véhicules volés, les tireurs, enfin, si vous voulez, c'est la grande délinquance, mais dans une sphère très importante au niveau des missions.
Et puis ensuite, eh bien, ça a été ce qu'on pourrait appeler le Graal, enfin, en tout cas aux yeux de tout le monde. Mais c'est vrai, c'est un très très beau service. On m'a demandé de prendre la tête de la brigade criminelle. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a été presque 5 années très, très, très intenses avec des grandes affaires. Et ensuite, je suis partie l'alarme à l'œil, je peux le dire sincèrement, parce que moi qui n'étais pas du tout carriériste, on m'a dit, voilà, on va te confier un poste de sous-directeur. Vous voyez, c'est-à-dire je rentrais dans une sous-direction, je quittais l'active pour moi. Donc ce qui était, c'était terrible pour moi. Bon, malgré tout, je me suis ressaisie, je dis bon, mais il faut y aller, de toute façon, tu peux pas être et avoir été, c'est le privilège de l'âge, et puis après tout, c'est un honneur quand même. Donc je suis allée, j'ai été nommée DRH, où j'ai œuvré pendant quelques années. Je savais au moins ce qui manquait à mes hommes et mes femmes en termes de matériel, de formation, d'informatique qu'ils n'avaient pas du tout. Donc j'ai vraiment poussé pour qu'ils aient de l'informatique. Et puis, contre toute attente, je m'y attendais pas du tout. Un jour, je suis convoquée chez le préfet de police et on me dit qu'on va me confier la direction régionale de la police judiciaire, le fameux 36, quoi. Donc, un poste très honorifique, mais une lourde charge. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de travail et en même temps passionnant. Je ne suis pas restée assez longtemps. Parce qu'ensuite, il y a eu un autre grand mouvement et ça s'était plutôt bien passé au 36. Et du coup, on m'a demandé de prendre la direction nationale de la police judiciaire. Voilà. Première femme à ce poste-là. Là aussi, première femme à ce poste-là. Et donc là, j'y suis aussi restée 4 années qui se sont bien passées également. C'est une autre échelle, c'est une autre forme de direction de service, mais qui était aussi très bien. C'est toujours la PJ, quoi qu'il en soit. C'est le moment pour nous de poursuivre en nous plongeant dans le monde de vos passions. Votre première passion, Martine, c'est le travail d'investigation qui mène à l'arrestation. Vous êtes une grande bosseuse, Martine. Vous vous êtes toujours impliquée à être impeccable dans votre travail, car vous saviez que pour gravir les échelons, il fallait être impeccable tout au long de sa carrière. Comment cela se concrétisait pour vous au quotidien ? C'est-à-dire s'impliquer, suivre les affaires, toutes les enquêtes, être proche des groupes, des collaborateurs, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire... C'est complexe un travail de police judiciaire, si vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes en charge d'un événement grave, c'est-à-dire dans les cas où c'est vous qui êtes saisi parce qu'il y a eu un gros braquage, parce qu'il y a eu un meurtre, ceci, c'est là. Et là, à partir de là, si vous allez dérouler votre enquête, il faut le faire vraiment de manière extrêmement minutieuse, extrêmement rigoureuse. Voilà. Et ça prend du temps, mais le temps, en général, est payant parce que on doit aboutir. Donc là, vous avez ce rôle à la fois de contrôle, en même temps que de stimuler, d'encourager, que de discuter aussi avec vos collaborateurs, si vous voulez, pour voir où on est et ne jamais laisser tomber. Vous voyez, parce que quelquefois, c'est tellement long qu'il peut y avoir... Et puis on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais justement, quand vous commencez, vous savez quand vous commencez, vous ne savez pas quand vous allez terminer. Et il ne faut pas se décourager. Moi, souvent, j'ai dit non, on ne se décourage pas. On a pris cette piste, ça n'était pas la bonne, c'est pas grave. On ne s'arrête pas, on pose le sac et hop, on prend une autre piste. On finira par trouver la bonne. Bon, il faut un peu creuser, vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été guidée par une opiniâtreté. Vous voyez, j'essayais de la partager avec mes collaborateurs, parce que des moments de découragement, on peut tous en avoir, en disant, mais c'est pas possible, on est passé à côté de quelque chose, vous voyez, donc, eh ben non. Allez hop, on repart, on gratte, et puis voilà, ça peut avancer. Donc c'est un travail qui pourrait paraître comme ça fastidieux, parce qu'il est long, parce qu'il nécessite de s'intéresser à d'infimes détails, oui, c'est ça, mais en même temps, c'est peut-être cet infime détail qui va faire basculer l'enquête, si vous voulez. Donc vous ne devez rien laisser au hasard, c'est du fil à fil. Quel est le moment que vous préférez dans une enquête ? C'est l'approche, quand ça sent bon quand même. Quand vous avez rassemblé toutes les preuves, on est quelque part, on est quand même aussi en chasse. Oui. C'est un terme que j'emploie aussi, parce que le gibier, après tout, quand vous prenez un bois ou un champ, vous ne savez pas trop s'il va se lever tout de suite, vous voyez. Donc, mais vous avancez. Et là, si vous voyez que... Là, en un cas, c'est pas les chiens, mais c'est tout le monde, c'est nous tous, l'équipe, quand on commence à être un peu
en arrêt. Là, on se dit, oh là là, ça sent bon, cette histoire. Là, on est sur quelque chose. Bon, et là, ça y est, ça commence. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut s'emballer. Il faut aussi préparer l'intervention. Vous voyez, parce que là aussi, la police judiciaire, on a cet avantage, je parle en termes de dangerosité, c'est que on intervient et on surprend. Voilà. À la différence de nos collègues de sécurité publique qui finalement prennent largement autant de risques, peut-être plus que nous, c'est-à-dire qu'ils vont au hasard. Il y a une bagarre dans un bar, ils y vont. Police, secours, on arrive et tout, ils savent pas. Ils peuvent se faire tirer dessus, se prendre des coups de couteau dans une bagarre absolument dingue. Bon, nous, c'est un peu différent. On est justement le chasseur, je reviens au terme, et on sait que, allez hop, on va le cueillir à 6h du matin, et là, il s'y attend pas, et on se reprend ou dans un autre endroit. Hein, mais en tout cas, hop, effet de surprise, on fige une situation, et le voyou, fût-il un grand voyou, parce qu'on a eu les grands voyous, il est tétanisé. Il a un instant où il est tétanisé, si vous voulez, il est figé, il bouge plus. Bon, c'est bien, parce que sinon, il a des armes sur lui, et voilà, ça pourrait aller mal. Donc, vous voyez, comme quoi ça se prépare, et il faut beaucoup de vigilance. L'interrogatoire aussi, c'est quelque chose que vous aimez alors bien. Là, oui, alors ça, c'est peut-être s'il fallait faire un choix, ce serait difficile, hein, parce que tout est intéressant, à la fois les investigations, la traque, et après l'interrogatoire. Alors l'interrogatoire, moi, je suis encore, tant pis si on dit, oh oui, c'est plus à la mode, etc. Moi, je suis encore dans la culture de l'aveu. Voilà. Même Guy Georges, où nous avions du sperme, de la sueur, du sang, etc., appartenant à l'auteur. Donc on est dans le confort, hein, d'une certaine façon. On se dit, peut toujours nier. De toute façon, il a sa signature sur la scène de crime. D'accord. Mais enfin, ça change tout si on le fait avouer. Si vous faites avouer un coupable, il vous raconte. Mais en même temps, dans sa façon de relater les faits, il développe, si vous voulez, son action criminelle. Ça peut servir aux psychiatres, etc., à tous ceux qui vont aussi étudier son cas. Vous voyez, par exemple, pour Guy Georges, moi je considérais vraiment, il n'a pas avoué facilement, et quand on a réussi à le faire avouer, il a vraiment développé, lui aussi, son instinct de chasseur, mais de mauvais chasseur, celui funeste chasseur, derrière sa proie. Vous voyez, et on voit, il nous raconte le cheminement jusqu'au moment fatal. C'est quand même intéressant. Après, aller dire, il l'a fait aux assises, mais enfin, on s'en foutait complètement, parce qu'on savait que sur les procès-verbaux qui étaient devant les magistrats de la cour d'assises, tout était écrit. Vous voyez, c'est un confort supplémentaire. Alors, quand est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de travailler sur une grande enquête ? Quelque chose qui peut devenir, parce que vous avez travaillé, donc là on a parlé de Guy Georges, mais il y a aussi eu Madame Claude, Michel Ardouin, le bras droit de Mérine. Au STUP, vous avez même perquisitionné chez l'écrivaine Françoise Sagan. Enfin, vous avez quelques anecdotes. À la crime, vous avez travaillé sur l'accident de Lady Diana. Alors, qu'est-ce que ça change de travailler sur une grande enquête ? Et est-ce qu'au niveau de l'équipe, ça se passe différemment ? Déjà, je dirais que j'ai un peu de difficulté à dire une grande enquête. C'est une enquête médiatisée, alors. Voilà, c'est une enquête qui est médiatisée. Hein, c'est-à-dire que les médias mettent la lumière. Alors, je ne dis pas que ça n'est pas justifié, parce que les médias, évidemment, ne pouvaient que mettre la lumière à partir du moment où on est face à des dangereux récidivistes, comme Guy Georges, comme Mamadou Traoré, que j'ai eu aussi, comme l'étrangleur des parkings que j'ai eu en tout début de carrière. Que vous avez d'ailleurs également fait avouer. Oui, que j'ai fait avouer, qui n'était pas encore, j'étais pas encore titularisé. Et si vous voulez, voilà, c'est normal que les médias mettent la lumière dessus, il se passe un phénomène, c'est grave. Ça nous met une pression énorme à nous, mais on se la met tout seul en fait, faut le savoir. Hein, parce que nous, le fait de ne pas parvenir, si vous voulez, à élucider une affaire sérielle, c'est terrible, ça. S'il arrive un crime supplémentaire... Oui, vous dites que vous n'avez pas travaillé assez vite. Voilà, vous dites qu'est-ce qui nous a échappé. On culpabilise énormément, tous. Hein. Tous, on est là, on s'arracherait les cheveux. On s'est dit, mais qu'est-ce qui nous échappe ? C'est pas possible. Donc là, a fortiori, je peux vous dire que la machine, là, elle turbine. Donc voilà, alors il n'y a pas donc, forcément de grandes et de petites enquêtes, mais quand il y en a des grandes, des sévères, avec évidemment cette notion de chasse, alors pour le coup réelle,
hein, parce que vis-à-vis d'un serial killer, c'est une vraie chasse, hein, c'est une course contre la montre. Donc là, évidemment, la pression est au maximum. Mais la méthode d'enquête, elle est la même. Hein, elle est la même. C'est toujours cette précision, ne pas louper des témoins, rechercher. Nous, pour Guy Georges, au début, où on n'avait absolument aucun élément, à partir du moment où on nous avait dit, bon, il a le crâne rasé, on nous l'avait dit au départ de type maghrébin, bon, peu importe, donc, mais crâne rasé, sportif, une allure sportive et tout, ben voilà, alors du coup, crâne rasé sportif et tout, on a fait la Légion, on a fait les pompiers, on a fait tous les gens qui avaient les cheveux très très courts dans leur métier. Alors c'était pas, on s'excusait presque en disant bon, on ne le prenait pas mal, hein, mais bon, après tout. On ne sait jamais, hein. Il peut se cacher n'importe où, le serial killer. Il faut faire le Donc il faut rien laisser au hasard. Extrêmement bien, le plus tôt possible, dès le début. Dès le début. Quand le travail n'est pas initialement extrêmement bien fait, pourquoi c'est grave? Ah bah c'est grave. Parce qu'on peut perdre des indices. Ça a des conséquences, on peut partir oui. sur des fausses pistes. Vous perdez du temps. Ou il peut rester un doute aussi sur certaines affaires il peut rester un doute. Qui ont été mal initiées. Oui. Eh bien, on ne sait plus en fait ce qui s'est passé. Tout à fait, il peut rester un doute. Alors quelquefois, ça n'est pas de notre fait. Hein. Moi, j'ai vu des affaires où on n'a pas complètement élucidé, alors que nous avions une intime conviction. Hein. Mais tout simplement parce que il y avait peu d'indices, si vous voulez, de la part de l'auteur. Vous voyez, ça a été assez difficile, pas de témoins, peu d'indices, pas d'ADN. Et quand vous vous raccrochez, par exemple, au téléphone, c'est le cas de le dire, et que ce jour-là, France Télécom vous a fait une dérivation téléphonique pour raison... vous n'avez plus les données. Vous n'avez plus les données. Pas de chance. Vous voyez, il y a quelquefois, des fois, comme on dit dans notre jargon, Dieu poulet est avec nous, et quelquefois, il ne l'est pas. Voilà. Comment on gère justement avec l'équipe quand on doit dire, là, on n'y arrive pas? On lâche pas quand même. Hein. On lâche pas. Mais parce qu'on a une intime conviction. Alors après, si vous voulez, il faut être fair-play. Hein, vous relâchez éventuellement, si vous avez quand même un suspect, vous le relâchez parce que faut être fair-play. Pour autant, vous l'avez toujours un peu, vous savez, à la brigade criminelle, par exemple, mais même à la BRB, il y a des dossiers sur les tables qui sont là depuis des années et des années. Hein. On n'a jamais. Hein. L'affaire Cécile Bloch, par exemple, elle est restée des années et des années dans le groupe. On va marquer une courte pause, Martine. On se retrouve dans un instant pour découvrir vos autres passions. De retour dans le tête-à-tête des pionniers avec Martine Montel, la plus grande femme flic de France. Alors, toute votre carrière, vous avez été la première femme à faire un métier d'homme. Pourquoi je dis cela? C'est parce que c'était comme ça que la police se présentait, parlait du métier dans les années 70. Comment s'est passée votre intégration dans ce milieu très masculin de la police? Écoutez, des années 70. J'ai envie de dire le plus naturellement du monde. Alors certes, c'est vrai que lorsque je suis arrivée à la... voilà une affiche. On voit ici une affiche justement. La police, un métier d'homme, recrutement des gardiens de la paix. Alors il y avait des affiches de ce type, mais avec différentes postures de nos policiers, à la fois là en moto, mais près d'une voiture, avec un chien, pour des maîtres chiens, je suppose, etc. Vous voyez. Mais toujours la police, un métier d'homme. C'est-à-dire que lorsque nous allions voir notre responsable de stage à la préfecture de police, on montait les marches vers lui et on avait toutes ces affiches devant nous, la police, un métier d'homme. Oh ben voilà, hein, à la limite, pourquoi pas, hein, non, c'était presque pas un défi, même pas un défi, vous voyez, oui, c'est un métier d'homme, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les femmes dans la police, à cette époque-là, c'était surtout des secrétaires et quelques, je ne sais plus comment on les appelait, aux mineurs, quoi, vous voyez, des auxiliaires. Est-ce que ça vous a forcé à développer un style de leadership différent lors de votre carrière, ou est-ce que vous aviez un peu la même manière de mener les équipes? Alors non, alors moi justement je ne suis pas tombée dans ce travers. Je sais que quelques-unes sont tombées dedans, c'est-à-dire de se comporter comme un homme pour essayer de se faire accepter en tant que femme, si vous voulez. Non, de toute façon vous ne changez pas.
Il vous voit, vous êtes une femme. Alors, si c'est juste le comportement, c'est-à-dire de parler trop grossièrement, voyez, d'avoir une attitude qui se veut, entre guillemets, virile, ceci ou cela, non, je trouve que c'est contre-productif. Je pense que votre assurance, votre aisance dans votre métier, c'est plutôt votre travail, vous voyez, c'est vos responsabilités que vous assumez. C'est ça. C'est pas forcément de se déguiser en mec, ça sert à strictement rien, je pense. Au contraire, moi, je suis toujours restée assez féminine. Bon, il est sûr que je sortais sur le terrain avec mes gars, j'étais en jean, en basket, pas trop maquillée. Vous voyez, je me fondais comme eux, au milieu de la foule. Donc, mais voilà, mais jamais chercher à essayer, parce qu'on ne sera jamais tout à fait les mêmes. Et d'ailleurs, en termes de leadership, c'est peut-être un conseil qui s'applique à tout le monde, c'est-à-dire qu'il vaut mieux ne copier personne. Oui, tout à fait. Rester soi-même. Oui. Travailler, rester soi-même. C'est ça. Et l'exemple fait son travail, j'ai envie de dire, et donne envie aux autres de suivre. Exactement. Alors, on se pose souvent la question dans l'autre sens. Est-ce que... on se pose souvent la question de savoir si ça a été compliqué d'être une femme dans un milieu d'hommes, mais est-ce que, par exemple, ça a pu être aussi un avantage à certains moments ? Je ne saurais pas vous dire. Peut-être... Peut-être pas, ça dépendait. Alors moi, je vais vous dire, j'ai envie de séparer déjà deux choses, mettre au point. Vis-à-vis de la hiérarchie, honnêtement, soyons très très clairs, ils ne nous ont pas martyrisés, mais ils ne nous ont pas aidés. Ça, je le dis sincèrement. Notamment quand ils ont appris une première grossesse, la mienne, en l'occurrence. Ah là là, le monde s'écroulait. Ah, vous voyez, avec les bonnes femmes, voilà ce qui nous attend, de l'absence, etc. Puis après, il y aura le problème de l'enfant, des biberons, de la crèche, de ceci, de cela. Enfin, vous voyez, on vous met déjà... on sent que c'est bien accueilli, voyez-vous. Donc, alors que... J'étais en commissariat à l'époque, j'ai continué à faire des nuits, c'est-à-dire je me suis levée la nuit avec mon gros ventre pour aller sur des cadavres en putréfaction. Et je vais vous dire qui avait pitié de moi à ce moment-là. Le brave gardien de la paix de la police secours qui m'attendait dans l'appartement où il y avait un cadavre un peu suspect, en état de putréfaction réelle, etc. Et qui me voit mettre mes gants, parce qu'il faut bien l'examiner. Il m'a dit « Oh là là, patronne !» Il avait un accent bourguignon. « Patronne, ne touchez pas à ça dans votre état. » J'ai dit « Attendez, là, et si en dessous le corps, il y a un couteau, il y a quelque chose, une arme ?» Ah oui, bon, alors, écoutez, il faut faire des constatations. On va les faire gentiment, on va les faire. Vous inquiétez pas, j'ai mis mes gants. C'était quand même gentil de sa part. Ça a été aussi... un jour de veille du 36, on faisait une veille garde à vue, c'est-à-dire toute la nuit au quai des Orfèvres. Et pareil, j'étais vraiment avec mon gros ventre. Et c'est à l'époque inspecteur principal qui partageait la garde à vue avec moi en tant qu'officier de police judiciaire. C'est-à-dire qu'on avait plein de téléphones, il fallait répondre à toutes les interpellations qui se faisaient la nuit dans Paris. Vous voyez un peu le truc. Et donc, vous dormez pas. Mais enfin... Il amène à l'Hippico à un moment donné où c'était un peu calme. J'ai dit, pourquoi vous avez l'intention de faire une sieste? Alors il me dit, ah ben non, pas du tout, mais c'est pour vous, dans votre état, faut faire une pause et tout, vous voyez. C'était super gentil, quoi. En fait, belle attention. Belle attention de la part de qui? De mes collaborateurs. Merci Martine Montel de nous avoir partagé vos passions. On prend maintenant un petit peu de recul avec l'instant philo. Dans l'instant philo, aujourd'hui, on va parler de justice et de police et de ce que l'une et l'autre apportent à la société. Pour commencer, comment définiriez-vous les valeurs de la justice et celles de la police, Martine? Écoutez, celle de la police, je peux en parler parce que, évidemment, pendant toute ma carrière, d'abord, je les ai respectées, ces valeurs, et j'ai toujours fait en sorte que mes collaborateurs les respectent. Et contrairement à ce que d'aucuns peuvent lancer ici ou là, la police tue, ou la police tabasse, ou la police fait ceci, la police fait cela, je peux vous dire que non. La police, elle fait les choses proprement. Et que si elle ne les faisait pas proprement, elle serait sanctionnée. Je pense que nous sommes peut-être l'institution la plus surveillée et la plus sanctionnée quand il le faut. Moi, j'ai siégé aussi en conseil de discipline. On ne rate rien. Et là, dans ces conditions, si vous voulez, les syndicats ne bronchent pas.
faut quand même le noter aussi, c'est-à-dire qu'ils savent que le gars, il a dérapé, tant pis pour lui, il paye. Voyez, alors que quelquefois, on les voit à la télévision ou ailleurs sur certains trucs, ils montent au créneau. Alors on a tendance à dire oui, les syndicats, de toute façon, ils défendent, quoi qu'il en soit, sans même connaître l'affaire. Pas d'accord. Ils se renseignent avant. Les syndicats, ils veulent pas s'infiltrer dans une affaire où éventuellement, c'est pas très net et pas très sain. Vous voyez ? Donc, ils pointent leur nez quand ils savent que leur collègue, il a fait son boulot, il a essayé de le faire proprement. Que peut-être il a dérapé, parce que c'est le métier. Ça peut arriver. Vous voyez ? Mais dans ces conditions, c'est normal de le défendre. Vous voyez ? Donc, je crois qu'on est vraiment, je le répète, une institution très, très surveillée, très contrôlée. La justice, je ne me permettrai pas de juger, c'est le cas de le dire, de cette façon, parce que je ne suis pas dedans, mais j'ai évidemment toujours collaboré avec. Globalement, j'ai toujours eu d'excellents rapports avec les magistrats, parce que nous travaillons en commun. C'est notre intérêt, notamment en police judiciaire, c'est de se souder, d'arriver, donc le juge il est là, quand il y a un pépin, quand il y a une difficulté, etc., on s'appelle, on se dit, franchement, je serais médisante si, alors quelquefois j'ai été déçue, ça je peux le dire, parce que dans telle ou telle affaire, je ne parle pas des affaires criminelles, où là quand même, heureusement, ils cognent quand même, à juste titre, parce que alors, sinon c'est la fin de tout. Mais dans d'autres affaires, en termes de moyenne délinquance, si vous voulez, vous êtes quelquefois très déçu quand vous avez beaucoup travaillé et que finalement vous vous rendez compte que le type, il est dehors, ou alors il fait 15 jours, il est à nouveau dehors. Enfin, les gars sont déphosphatés, si vous voulez. Après, il faut remonter la pente, il faut leur remonter le moral et leur expliquer pourquoi. Et alors, en quelques mots, justement, ces valeurs, est-ce que vous arrivez à mettre des mots dessus et peut-être c'est ces valeurs aussi qui vous aident chaque jour à avoir toute l'énergie qu'il faut pour faire ce métier qui est donc beaucoup de travail et qui est compliqué. C'est ça, c'est déjà la valeur travail, la valeur honnêteté, si vous voulez, parce que on doit pas nous prendre parti. Vous voyez, dans une affaire, on ne fait que constater, si vous voulez. Vous voyez, vous pouvez pas vous permettre de dire non, on fait pas d'à peu près. On ne fait pas d'à peu près. On n'a pas trop de je pense, ou quand je pense, c'est que j'ai la preuve. Oui, voilà, c'est ça. C'est que j'ai la preuve, si vous voulez. Je m'aventure pas. Moi, j'ai besoin qu'on me démontre. On me dit, c'est possible, mais démontrez-le-moi. Voilà. Donc, non, je crois que ça, c'est très important. Beaucoup de rigueur. Donc, j'ai du mal quand j'entends des vilains mots sur la police. Avec les nouvelles technologies, qu'est-ce qui change pour la police aujourd'hui ? Beaucoup. Ça a beaucoup changé. Enfin, déjà, je veux dire, là, c'est les années, on va dire, entre 85 et 90, vous voyez, cette période, à partir de là où la police scientifique a commencé à prendre son essor. Et donc ça a été formidable. On a commencé à avoir le premier fichier qui a été déterminant pour nous, ça a été le FNAEG, le fichier national automatisé d'empreintes génétiques, d'empreintes digitales, justement, le premier c'est les digitales, c'est-à-dire qu'au départ, quand nous avions une empreinte, on allait à l'IJ, si vous voulez, puis le gars, des types formidables d'ailleurs, merveilleux, qui étaient là à se tuer les yeux pour comparer, etc., avec une fiche, des cas dactylaires, pour voir si l'empreinte qu'on avait recueillie pouvait, avec de la poudre de perlimpinpin, vous voyez, etc. Donc, essayer mais ils arrivaient à nous identifier des gens quand même, donc faut savoir le reconnaître, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et quand ce FNAEG est arrivé, à partir du moment où à l'écran vous aviez des comparaisons, il suffisait d'avoir les 12 points, je crois que c'était 12, je me souviens plus trop, qui vont bien, et hop, on était sûr de ça, et surtout c'était rapide. De communication ou des choses comme ça. La communication, ça c'est pareil. Moi je me souviens du jour où les gars sont descendus me voir. On avait une écoute dans une affaire de stup importante, et ils sont venus me voir et me disaient, montez. Pour la première fois, une écoute de portable fonctionnait. Et ce qui était génial, c'était que le voyou, lui, il savait que les flics étaient largués, parce que évidemment, au lieu que la téléphonie
s'accordent pour en fait faire en sorte que les policiers soient d'abord, si vous voulez, comment dirais-je, puissent avoir les moyens d'entendre avant de diffuser, si vous voulez, pas du tout. Bon, allez hop, on vend des portables, et nous on est dans le vent, quoi. On a été dans le vent, comme ça. Il a fallu rattraper après. Et heureusement, ça a été rattrapé, mais on a perdu du temps, je suis sûre. Parce que vous voyez, le jour où on a eu ce truc, en plus le gars il parlait évidemment tout à fait en clair, on a eu un rendez-vous, on a fait une superbe affaire. Donc champagne, hein, ça a été extraordinaire et surtout à cause de cette nouvelle technologie, formidable. On passe maintenant à votre actualité, Martine. Vous êtes la marraine de la 74e promotion de l'École nationale supérieure de police, Martine Monteil. Un retour aux sources pour vous, une manière aussi de concrétiser votre rôle modèle pour la nouvelle génération et pour cette promotion 74 qui s'appelle tout simplement la promotion Martine Monteil. Vous êtes encore une fois pionnière, puisque c'est la première fois qu'une promotion prend le nom d'une personnalité vivante dans cette institution. Comment expliquez-vous que le choix se soit porté sur vous en toute humilité, faudrait Martine? Plutôt leur demander à eux. Moi, je veux vous dire, lorsqu'ils m'ont contacté, parce qu'évidemment, ils ont eu, bien sûr, la courtoisie de m'appeler pour me demander si j'étais d'accord, je ne pouvais pas refuser. C'était trop mignon, j'allais dire presque. Vous voyez, ces petits jeunes très motivés. J'ai senti que si je leur avais dit « Ah ben non, je n'y tiens pas du tout », ils auraient été extrêmement déçus. Mais ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Bien sûr que j'ai dit oui, mais je leur ai dit, écoutez, bonne chance quand même, parce qu'il faut que vous sachiez, c'est vrai qu'on a une administration qui est une administration, voilà... Avec des habitudes, justement, par avec rapport des habitudes, voilà, on est quand même très... comment dirais-je, on aime ces habitudes, c'est rassurant, les habitudes, ça fait des partie rituels, ça fait partie d'un cadre, c'est l'histoire. Ça rassure aussi beaucoup. C'est l'histoire, et on ne change pas l'histoire comme ça. J'ai dit, vous savez, je ne suis pas sûre que ce soit accepté. Alors, vous pouvez toujours essayer. Alors, ils m'ont dit, non, mais on est motivés, on va y arriver. Parce que c'était justement la première fois que c'était c'était la première quelqu'un fois, qui était bien sûr. vivant, qui était... ils m'ont dit, non, on va faire un argumentaire, on va faire un très bon argumentaire, on va le soigner, etc. Mais on veut réussir. Écoutez, je leur ai dit bonne chance. Je leur ai néanmoins cité des noms de merveilleux patrons comme François Lemoyle ou Marcel Morin ou Jacques Gensial, vous voyez, des hommes aussi qui ont marqué la maison, morts hélas. Je ne sais pas s'ils les ont notés, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont continué leur chemin et contre toute attente, ils ont réussi. Alors, vous êtes allé les voir cette promotion. Alors, comment elle est, cette promotion? Elle est géniale. Ils sont... ils sont d'abord d'un dynamisme fou, d'un enthousiasme extraordinaire. Franchement, j'ai trouvé, ils sont pétillants, ils sont naturels, ils abordent la mission avec cœur, avec entrain, vous voyez, c'est bien, moi ça m'a fait plaisir. Franchement, au fond, pour moi, ça m'a redonné le moral. Parce qu'actuellement, on sait qu'il y a un peu une désaffection, si vous voulez, voyez, pour le métier. On sent qu'il y a moins de candidats. Notamment, moi, j'ai quelque chose qui m'a frappé pour discuter avec un patron actuel de la brigade criminelle. Il me disait, s'il ouvre un poste, si vous voulez, pour la brigade criminelle, moi, quand j'ouvrais un poste, j'avais 30 candidats. Lui, s'il ouvre un poste, s'il en a 2, il est content. Ça interroge. Ça interroge. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Ce qui fait que de voir quand même des jeunes avec un enthousiasme formidable, qui ont envie d'embrasser cette fonction avec gourmandise, je dirais presque, ça fait plaisir. Et alors, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à cette jeune génération ? Déjà, je leur ai dit, voyez, justement, soyez vous-même, soyez enthousiaste, partagez cet enthousiasme. Ça veut dire que on n'est pas des magots, c'est pas ça. Vous êtes patron, faut le savoir quand même. C'est-à-dire que vous avez un rôle d'encadrement, de responsabilité. Vous devez donner l'exemple, donc ça, il faut qu'ils s'imprègnent bien de ça. Mais que pour autant, ce ne sont pas des barrières. Ce sont vos atouts à vous. C'est votre profession qui implique ça. Pour autant, il faut être proche des collaborateurs. Il faut être à l'écoute.
Il faut savoir les aider, il faut savoir détecter ceux qui vont bien, ceux qui vont moins bien, ça arrive aussi. Ils viennent pas toujours vous le dire, hein, il faut aussi que vous le sachiez, voyez. C'est-à-dire que moi j'ai dit ne restez pas cloisonnés. Je me souviens d'avoir eu quand j'étais jeune commissaire un patron, je dirais un peu à l'ancienne, à très ancienne, c'est-à-dire qu'il arrivait le matin, il donnait un coup de chapeau élégant, et il prenait son journal, et il était enfermé dans son bureau, et on le voyait le soir parce qu'on allait lui porter des procédures à signer, si vous voulez. Bon, moi ça, vous voyez, comme quoi on fait le tri, moi j'ai dit, ce sera jamais mon exemple. Jamais mon exemple. Je peux pas, vous voyez, souvent, même à la crime, ou bon, même avec beaucoup de boulot, dans tous les services, je montais prendre un café avec eux, je discutais, vous voyez, on discute des dossiers, vous en êtes où dans telle affaire, vous faites quoi, vous voyez, c'est d'abord vous portez de l'intérêt à ce qu'ils font. Il ne faut pas oublier que c'est un travail d'équipe. Et en même temps, vous suivez vos dossiers, parce que c'est très important. Voilà, c'est-à-dire c'est un bel échange. Et c'est comme ça qu'on aboutit, quoi. Bon, donc, j'aurais raconté des tas d'anecdotes aussi, parce qu'ils sont très friands de tout ça, quoi. Merci Martine. On passe à la section rapide de cette émission, le Quizella. Quizella. Voici les règles du jeu du Quizella, Martine. Je vous pose des questions rapides et vous répondez tout aussi rapidement, en quelques mots ou phrases courtes. Je précise, ce n'est pas un interrogatoire, c'est un jeu. Ça va vite. Vous êtes prête? C'est parti? Oui. C'est parti. Maigret ou Navarro? Maigret. Faites entrer l'accusé ou crime? Faites entrer l'accusé, j'aime bien. Colombo ou Poirot? Colombo. L'affaire que vous auriez aimé résoudre? Le petit garçon de la Vologne. Je cherche son nom. Villemain. Grégory. Grégory. Après toutes ces années à arrêter des criminels et à voir les pires facettes de l'homme, de l'humain, avez-vous encore foi en l'humanité? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît chez l'humain? Beaucoup de choses. C'est-à-dire, chez l'humain, d'abord, l'humain, au départ, c'est une enveloppe. Ce qui compte, c'est d'aller à l'intérieur et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Parce que même un voyou, si vous essayez un petit peu d'aller, moi j'ai eu des voyous qui étaient sympathiques, j'en ai eu qui étaient exécrables, absolument détestables, qui étaient des monstres, mais il y en a eu aussi qui méritaient qu'on s'intéresse à eux, qu'on ouvre le dialogue, qu'on les fasse parler, vous voyez, et on découvrait aussi que ça n'était pas qu'un vilain monsieur ou une vilaine dame. Une qualité essentielle pour être un bon flic? L'opiniâtreté. Votre plus grande fierté dans cette carrière bien remplie? Chaque affaire élucidée. Votre potion magique à vous, ce qui vous donne de l'énergie? Mon optimisme, mon enthousiasme, mon envie d'arriver, quoi. J'ai toujours voulu qu'on trouve la solution, qu'on avance. Votre kryptonite à vous, ce qui vous affaiblit? Quand j'ai un peu de fièvre, que je viens quand même au bureau, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui? C'est que la police suscite encore l'enthousiasme chez les jeunes, qu'ils aient envie d'entrer dans notre maison, parce que c'est une maison formidable. Et moi, j'invite les jeunes, ceux qui la connaissent mal, qui entendent des bruits, justement, etc., qui viennent nous voir. Vous voyez, peut-être que s'il y avait plus de contact de ces jeunes, peut-être faudrait-il plus aller dans les lycées, dans les collèges, etc., pour faire partager un peu tout ça, pour qu'ils puissent se dire, tiens, oui, finalement, c'est une option. Oui. On pourrait peut-être faire quelque chose de bien là-dedans. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire? Qui croient en la police, déjà, puisque moi, c'est ce que, même si je n'y suis plus dedans, je les représente d'une certaine façon. Et puis, laisser une part aussi au rêve, à ne pas toujours être dans la haine. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence et beaucoup de haine un peu partout. Donc, si on pouvait laisser un peu tomber les armes... C'est pas constructif. Oui. Merci beaucoup, Martine, de vous être prêtée au jeu. Je vous en prie. On se quitte sur cette chanson que vous avez sélectionnée. Michel Sardou, femme des années 80. Une de celles. Alors pourquoi vous l'avez choisie, cette chanson? Celle-ci, parce que
pour lui, c'est un peu l'éclosion des femmes, si vous voulez, dans tous les métiers, d'une certaine façon, quoi. C'est un peu ça, il l'a chanté, quoi. Donc ça vous représente bien. Oui, maintenant, j'aime tellement toutes ces autres chansons. Combiner l'autorité et le charme, Et voilà. les femmes des années 80. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Martine Montel, Je vous en prie. de nous avoir fait entrer dans votre monde des années 80 aux années 2020. Quant à nous, chers téléspectateurs et auditeurs, eh bien, vous pouvez retrouver cette émission dans son intégralité ainsi que toutes les précédentes et également toutes les suivantes sur lespionniers.tv. Et n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur les chaînes et les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Merci beaucoup. À bientôt. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Martine. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.